Allez, bonjour tout le monde. Salut Thierry. Salut Benoît, comment ça va? Ah ben bien, toi? Oui, je me suis levé un peu plus tardivement que toi. J'ai toujours beaucoup d'admiration pour ton lever si matinal pour ce Ouais, c'était un live peu que plus est complexe devenu un ce matin. rendez-vous régulier maintenant. Donc Ouais, oui, c'est ça, exactement. c'est Eh très ben, sympa. tu sais que c'est l'épisode 207, donc on est rendu au numéro 207, donc ça commence à être pas mal, là. Ça Il y a commence à dater. PPC qui est dans la room. Salut PPC qui nous dit bonjour. Euh, Ce matin, c'est plus léger comme... ah oui, on est censé avoir Damien qui... PPC ne pouvait pas être là ce matin, mais on a Damien qui est peut-être pas censé, mais peut-être va-t-il passer. On ne vous dit pas où il est, vous allez voir. C'est une surprise, mais s'il réussit à démarrer sa caméra, puis tout ça, ben, on verra des images de Damien à l'autre bout du monde. Euh, S'il passe pas, ça sera de nouveau un numéro sans français, quoi. T'as raison. Ben oui, c'est le deuxième consécutif, non? Exactement, exactement. Ouais. Donc, Mamounette est là, il y a Unexpected qui est là, il y a qui est là, il y a un, deux, ben je ne connais pas son nom là. Ben, Ah, bonjour. il y a plein d'habitués. Il y Ouais, a effectivement Mamounette aussi qui est dans la ouais, room. Je Mamounette est là. Alors, bonjour, l'embrasse. il y a Christian qui vient d'arriver, salut Christian. Ce matin, bon, c'est plutôt léger comme news, mais on a des news plus sérieuses et plus comiques aussi. Commençons avec ce qui est plus sérieux. Ben, on va parler de podcast un peu ce matin. Il y a une application qui se nomme Luminary. On va vous revenir là-dessus dans quelques minutes. Et comme Thierry, moi aussi j'aime beaucoup les podcasts. Et donc, ben, puis ce qu'on fait, c'est une forme de podcast aussi là, en ce moment. Donc, on va revenir sur cette appli controversée dans quelques instants. On vous parle d'Instagram qui introduit une nouvelle forme de sticker. Vous allez voir que c'est assez intéressant. Ben, Snapchat qui se lance dans le Bitmoji Gaming. En fait, je vais revenir là-dessus un peu plus tard. Et bon, on peut pas y échapper. Hein. C'est Donald Trump. Il a rencontré cette semaine Jack Dorsey, le CEO de Twitter. Et vous allez voir que ben, il connaît pas grand-chose à Twitter. Puis il Il est s'inquiète. venu avec des vraies questions. Oui, c'est comme à son habitude, hein. C'est toujours des questions hyper pertinentes et vraiment, je sais pas, tu sais, un dirigeant qui se pose de ce type de questions-là le soir alors qu'il dirige un État, une superpuissance, ben, c'est un peu dramatique, mais en fait, bon. Et on va vous donner la liste des top 10 au niveau des fails sur les médias sociaux. Donc, c'est un article du Search Engine Journal qui est assez rigolo. Et on va tous commenter ensemble. Je suis certain qu'il y en a plein qui ont des opinions là-dessus. Donc, ben, je vois que Il y a Damien est dans la Damien room. Ouais. qui est par là, hein, voilà, Ben oui. exactement. Il y a aussi Jean-François qui est là. Ben, salut Jean-François, salut Damien. Euh, Ah, et puis quelques-uns dans la room sont en train de dévoiler le secret de ouais. Damien, puisqu'on a des indices qui sont en train de fuiter. Des divulgateurs, en fait. Ouais, c'est ça. On vous invite à partager. Hein. On appuie sur les trois petits boutons tout en bas de l'écran et on retweet. Ou vous pouvez tout simplement partager sur votre réseau, voyons, Periscope. Euh, j'ai message à Damien, si jamais tu peux, ben t'as juste à m'appeler sur Skype et ben on va te joindre à notre conversation. Donc ben oui, c'est ça, Damien est au Japon, donc il est à l'autre bout du monde. Je sais pas quelle heure il est d'ailleurs au Japon, hein. Il doit être il est tard, tôt, je sais pas. Hein. Ça doit être la fin de la journée, peut-être la fin de l'après-midi plutôt, ouais, Ah, je vais regarder. effectivement. Alors, Ouais. time, c'est quoi, c'est Tokyo. Tokyo, Alors, on compte sur lui pour Tokyo, nous ben balancer oui, des 7h08 images. PM. Donc, Ok, il n'est pas trop voilà. tard. Je sais pas quelle heure les. Vous dites dîner ou souper en Suisse? Alors pour le soir, on dit souper. Oui, Ah, comme effectivement, nous, c'est hein, une c'est ça. expression qui Ouais. reste. Ouais, ouais, tout à Avec les fait. Français, parce que les Belges aussi disent souper. Je sais pas, mais effectivement, c'est différent des Français Ouais, parce qu'ils attaquent avec le petit déjeuner et ce qu'ils appellent le déjeuner, c'est le dîner pour nous, ce qui ouais, est exact.
On pourra faire un numéro spécial sur les helvétismes, ces expressions qui sont purement et spécifiquement suisses, si jamais une fois. Ça peut être intéressant. Oui, c'est vraiment. Damien va se joindre à nous. Donc, normalement, il devrait être là ou arriver bientôt. Je l'ai joint à la conversation. Donc, je sais pas. Laissez-moi 30 secondes. Je vais juste aller vérifier si j'ai bien intégré Damien à notre. Pendant ce temps, je vais meubler un petit peu pour vous raconter qu'on va aussi quand même parler d'un thème suisse, puisque dans la longue liste des thèmes qu'on a à partager avec vous aujourd'hui, on va parler de la technologie 5G qui connaît des déboires ou en tout cas une avancée un peu spéciale ici en Suisse. Salut Damien. Bon ben en t'acceptant, j'ai supprimé Thierry, donc je vais réintégrer Thierry. C'est ma faute, j'aurais dû créer une conversation avant. Comment vas-tu? Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis en live, c'est ça, hein, là. Oui, Bon. t'es en live. T'es tout à fait en live. D'accord. Attends, donc d'accord. Donc si je fais une petite expérience, ok, c'est bon. Ouais, j'essaye de voir si j'arrive à me voir dans la conversation sur Skype et sur Messenger et sur Periscope, pardon. Attends. Parfait. Tu vas bien, Benoît? Oui, je vais bien. J'ai simplement, par inadvertance, supprimé Thierry de la conversation. Alors, j'essaie de le rappeler. Ah, je pense que Thierry revient doucement. Donc oui, comment ça se passe chez vous au Japon? Eh bien, ça se passe très très bien. Écoute, là, attends, bouge pas, parce que moi aussi je suis sur mon téléphone, je fais 46 choses à la fois. Voilà. Donc oui, écoute, ça va très bien. Je passe juste vous dire un petit coucou rapide. D'abord parce qu'il est tard ici, et puis parce que le Wi-Fi de bonne qualité se fait un peu rare. Donc là, j'ai de la chance que ça fonctionne bien. Je suis heureux de vous faire un petit coucou. Alors, je suis désolé, je ne peux pas vous montrer l'extérieur. Là, il est tard, il fait quasiment nuit au Japon. Et là, je suis à Nagasaki. Bonjour Thierry. Salut Damien. Voilà, ben, c'est génial. Donc en fait, je résume. Hein. Donc on est en train de faire un truc. On fait Québec, Suisse, Japon. Exact. Exact. C'est une grande première. Exact. Donc c'est vraiment pas mal. Donc voilà, écoutez, je suis donc actuellement en train de me balader au Japon. Disais-je, il fait nuit quasiment. Je ne peux pas vous montrer l'extérieur parce qu'il n'y a rien de particulier à voir là où je suis particulièrement. Et puis je suis dans ma chambre d'hôtel, comme ça le Wi-Fi est de meilleure qualité. Tout va bien ici. Je voulais vous montrer un petit truc amusant. Regardez, vous savez, dans les hôtels en général, notamment lorsque vous allez dans des chaînes d'hôtels américains, en général, même en France, hein, je ne sais pas en Suisse ou au Québec, mais vous avez très souvent une Bible qui est laissée dans un tiroir. Hein. Oui. Bon, au Japon, c'est un manga, voilà. Donc, je vous jure que c'est vrai. Je ne sais pas ce que ça raconte. J'ai juste trouvé ça dans le tiroir de ma table de nuit. Donc voilà. Donc il y a manifestement des hôtels qui laissent des mangas. Très drôle, qui ça. racontent une histoire. Manifestement, c'est un manga qui est offert. En fait, c'est bien parce que c'est beaucoup plus neutre qu'une Bible. Hein? Voilà, exactement. Donc, je trouve ça plutôt sympa, je trouve, comme truc. Et puis, le deuxième petit truc que je voulais vous montrer, c'est que là, moi, ce que j'adore, si vous voulez, c'est que le Japon, c'est quand même le pays du raffinement. Et vous voyez, par exemple, là, je suis rentré dans la chambre d'hôtel, il y avait déposé sur le lit un peignoir, et juste à côté, pour dire merci, pour souhaiter la bienvenue, un petit origami. Oh, c'est mignon. Voilà, ouais. un petit origami, vous voyez. Alors je ne sais pas depuis combien de temps tu es complètement au Japon. Voilà. Ah, ouais, je ne sais pas depuis combien de temps tu es au Japon, mais est-ce que tu as déjà dans ta besace quelques petits gadgets, petites choses Parce qu'on est tous un petit peu friands de ça, j'imagine quand même. Donc, est-ce que tu as déjà craqué pour 2-3 gadgets? Moi, ce que j'ai remarqué, Benoît, quand même, c'est que tu vois, Thierry, j'étais allé il y a en gros une quinzaine d'années au Japon et je trouvais qu'il y avait un vrai décalage au sens où on avait beaucoup de choses, ils avaient beaucoup de choses que nous on n'avait pas et inversement. Et je trouve qu'en 15 ans, ça s'est quand même réduit. Je pense notamment en termes de gadgets électroniques, etc. Il y a moins, on va dire, d'exotisme. J'ai noté moins d'exotisme. Alors bien sûr, il y a des trucs qui sont toujours fascinants en termes de différence et de petits gadgets. Alors
pour être tout à fait honnête, je suis allé bien sûr me balader à Akihabara, qui est le temple des geeks à Tokyo. Oui. Puisque je retourne à Tokyo pour partir de là-bas, donc j'y retournerai et je ferai le plein de certaines petites choses. Moi, j'aimerais essayer de me retrouver une Casio calculatrice, tu sais, comme que j'avais quand j'étais ado. Ça m'amuserait de trouver ça. Mais je trouve globalement que en termes de gadgets, de petites choses un peu diverses et variées, certes, il y a encore de l'exotisme sur plein de choses, plein de petites choses kawaii, un peu mignonnes, un peu sympathiques, notamment dans le domaine de la papeterie. Mais dans tout ce qui est électronique, je trouve qu'il y a de moins en moins finalement d'exotisme, on va dire, parce que tout simplement, on retrouve un peu les mêmes choses made in China qu'on retrouve chez nous, avec bien sûr après des particularismes japonais. Mais tu vois, par exemple, qu'il y a une quinzaine d'années, je me rappelle, j'étais allé là-bas et c'était encore la grande époque des PDA, et il y avait on voit que ça... Il n'y avait pas de Wi-Fi. Il n'y avait pas de Wi-Fi. Électronique qu'on pouvait trouver. Voilà. Tout ça, maintenant, on trouve plus tout ça. On trouve plus tout ça. Aujourd'hui, c'est normalisé. Il y a des smartphones absolument partout. Et globalement, ça change pas trop. Voilà. Il y a Jean-François qui te demande, est-ce qu'il y a une tendance qui se dégage ou quelles sont les tendances principales au Japon au niveau techno? On voit que ça... Moi, ce que je note quand même, globalement, et j'ai essayé de prendre des petites photos, de faire des petits trucs, c'est que ce que je trouve, et c'est pas surprenant du Japon, c'est qu'il y a plein de petites choses dans la vie de tous les jours qui sont là pour simplifier la vie. J'appellerais ça, moi, c'est la société de la fluidité, ou la société du no-brainer. C'est en gros de la non-prise de tête. Autrement dit, il y a plein de petites choses très souvent qui sont là pour aider et simplifier la vie. On voit que le Japon a de la difficulté au niveau Wi-Fi encore. Par exemple, il y a en retard sur quelque chose. Ça va mieux. Ouais, bon, on sent que le Wi-Fi au Japon est moyen. Un peu par intermittence. Ouais. Oui, le Wi-Fi est pas si extraordinaire que ça. Je suis assez surpris d'ailleurs. Il n'y en a pas vraiment beaucoup de public. Il y a plus de Wi-Fi public à Paris qu'il y en a, je trouve, dans le Japon. Ça bouge pas mal. Et je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça. Et je trouve qu'il n'y a pas forcément de super qualité. Le réseau téléphonique 4G n'est pas non plus folichon, il est pas mal, mais pas non plus extraordinaire. Je trouve qu'on est bien, alors je sais pas vous en Suisse ou au Québec, mais je trouve qu'en France, on est pas mal. Et donc, je disais en termes de tendance, ce que je note, c'est qu'il y a plein de petites choses un peu partout qui permettent un peu de simplifier la vie, notamment par exemple tout ce qui est paiement. Vous pouvez payer par téléphone, vous pouvez payer sans contact, vous pouvez payer avec du billet, de la pièce, tout ce que vous voulez. On trouvera toujours un moyen de vous simplifier la vie pour faire en sorte de passer à l'acte en termes d'expérience utile. C'est une force qu'on constate également sur Singapour. Il y a pléthore de devices pour les terminaux de paiement, mais c'est vrai que tout est fait pour payer avec n'importe quoi. La carte que vous avez dans votre voiture vous permet de rentrer et de sortir d'un parking sans devoir passer par la caisse. Et vous recevez c'est bien ça. Moi, par exemple. Et cette carte peut être utilisée pour plein d'autres choses. Les péages à l'entrée et la sortie de la ville, par exemple. Ouais. Voilà, moi j'appelle ça la société de la non-prise de tête, du no-brainer, du no-brainer ou de la fluidité. C'est-à-dire, en gros, voilà, il y a une logique de fluidité. Alors, pour vous donner un autre exemple qui, lui, n'a rien à voir de high-tech, mais qui montre cette logique de fluidité qui n'est absolument pas celle qu'on a en France et j'imagine au Québec ou en Suisse, c'est que, par exemple, vous ne trouverez pas de poubelle dans les trottoirs. Vous allez bien vous prendre la tête à avoir vos poubelles à bout de bras et vous les trimballer. Pourquoi ? Alors j'ai cherché, je me suis renseigné, parce que tout simplement, les trottoirs sont faits pour marcher. Autrement dit, pour être transité d'un point A à un point B, et il ne doit pas y avoir de stop. Il ne doit pas y avoir de logique d'arrêt. Logiquement, en gros, vous trimballez vos poubelles avec vous, puis vous trouverez un moment où vous ferez le tri, mais vous jetterez. Mais logiquement, les trottoirs sont faits pour transiter, par exemple. Donc, c'est toujours cette logique de fluidité, par exemple. Donc on le retrouve un peu partout. Et je trouve ça assez fascinant. Voilà. À la question qui tue, est-ce que les Japonais jettent leurs déchets par terre ou ils les conservent avec eux? Ah non, surtout pas par terre. Vous êtes fous, quoi. Vous êtes dingue. C'est encore plus propre qu'en Suisse. Ah ouais. Oui, je le confirme. Singapour est pas en reste, puisque à Singapour, on peut être amendable à hauteur de 100 $ singapouriens pour jeter son chewing-gum par terre. En fait, ils sont même interdits. On ne peut pas acheter de chewing-gum sur Singapour. Voilà. Ah ouais.
Wow. Non, non, alors je confirme. Non, non, très clairement. C'est d'une propreté, mais c'est nickel, si vous voulez. Et sincèrement, enfin, vous ne posez pas la tête. En France, vous faites attention par terre, les déjections canines, ce que vous voulez, etc. Là, vous ne posez pas la tête, on y va. Par contre, oui, mais franchement, enfin, moi, il y a dans le métro, par exemple, le métro, c'est par terre, ça brille, si vous voulez. Sincèrement, hein, c'est pas. Donc, il y a des endroits où vous pouvez vous mettre vraiment, c'est vraiment décontracté, tranquille. Simplement, vous devez vous trimballer, donc effectivement, vos poubelles, jusqu'à un moment, trouver une poubelle quelque part. Et là, vous faites votre tri, parce qu'ils font le tri sélectif. Donc, en gros, alors c'est très amusant. Le tri sélectif se fait selon la manière suivante. Ce qui est brûlable et ce qui n'est pas brûlable. Donc en gros, ce qui est papier, tout ce qui est carton, etc., c'est d'un côté. Tout le reste, c'est de l'autre côté. Donc voilà, c'est Question, pendant une journée entière votre bouteille que vous avez achetée dans un distributeur. Hein. question de Mamounette, puis elle dit, et les promenades en amoureux, main dans la main, en flânant sur les grands boulevards, est-ce que ça existe? Oui, bah, on peut se trimballer, on peut se trimballer main dans la main. Écoute, moi, j'ai une autre main, là, vous voyez, là, voilà, de quelqu'un d'autre, voilà. Et donc, je me trimballe de main dans la main avec elle, et ça se passe bien. Alors, oui, alors ça dépend des moments. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi un autre truc, c'est quand tu es étranger, on va dire, dans un pays dont les codes t'échappent, tu essayes d'éviter les impairs. Et c'est vrai que des fois, tu n'oses pas te faire certaines choses en te disant, bah là, je suis pas sûr que je fais pas une bêtise. Mais globalement, comme tu es étranger, on te pardonne. Bon, bah, c'est bien ça. Je ne sais pas si tu vas retourner vous allez repasser sur Tokyo, mais dans l'idée de ramener des petits gadgets, alors oui, ça date d'une quinzaine d'années, j'étais tout fier d'avoir ramené des clés USB en forme de robot dont les yeux s'allument. Attention, c'est un truc de malade. Eh bien, va te faire enfermer pendant une petite demi-journée. Moi, j'arrive à quasiment passer une journée dans les Tokyo Hands. C'est un magasin où on trouve de la papeterie, on trouve du matériel de décoration, de l'électroménager, mais beaucoup d'électronique. Et je suis toujours épaté d'arriver au rayon fax. Il existe toujours. Vous avez des rayonnages entiers d'appareils fax. Et c'est là le contraste du Japon, puisqu'effectivement, tu vas trouver des tonnes de gadgets qui peut-être n'existent pas encore chez nous, mais tu vas surtout trouver des fax. Ça, c'est le truc qui est toujours assez marrant à découvrir. Thierry, tu preneur là à nous donner en direct, ou si tu veux me donner après, j'aurai grand plaisir à aller jeter un petit coup d'œil à mon retour d'ici une semaine. Je te donne les références. Avec grand plaisir. Je vais devoir vous laisser. Je vois pas vos questions en ligne, donc je suis désolé, mais je vais devoir vous laisser. Donc je vous souhaite un très très bon live à vous tous qui êtes en train de regarder, à toi Benoît qui vient de te lever, à toi Thierry qui est et toi qui t'en vas te coucher en début d'après-midi. Et moi, sur ce, je vais aller me coucher. Voilà, exact. Merci de ton passage, Damien. À bientôt. À très vite. Merci, Merci Damien. À bientôt. Bon séjour. Merci à vous. Merci. Bon, c'était sympa de sa part de venir nous faire un coucou. Oui, c'était pas mal. On était sur vraiment 3 fuseaux horaires différents. On couvrait la planète entière. Il y a Kivar qui dit ils ont mis PPC dans la machine à remonter dans le temps en parlant de toi. Donc, voilà, un PPC plus jeune. Exact. Donc, c'est ça. Donc, le Japon, c'est un pays fascinant, j'imagine. Je suis jamais allé, j'aimerais bien y aller. Mon fils a été il y a 2 ans pour les études. Et, non, c'est ça. Vraiment, c'est un univers complètement différent. Oui, ça vaut la peine une fois de faire ce voyage. Il faut prévoir. Moi, je suis parti la première fois quasiment un mois et c'était vraiment très très bien de pouvoir aussi un petit peu bouger. Et ça vaut vraiment la peine, même si ce que dit Damien est vrai, c'est que le décalage entre les gadgets, l'électronique et tout ça est plus si flagrant. Mais je crois par contre, s'il y a des passionnés de photos dans la room, c'est toujours intéressant d'aller là où se construisent les fameuses marques d'appareils photo parce que vous avez des gens, alors certes, ils ne parlent pas tous anglais, mais qui peuvent vous aider sacrément dans le choix d'achat d'appareils photo et on peut s'en sortir à des prix intéressants. Ça existe encore. Il y a Anne Expected qui nous dit j'ai eu le bug des commentaires ce matin, donc je crois. Je suis allé vérifier sur le Google Play Store. Il n'y a pas eu de mise à jour encore de la part
Periscope, mais en version Android. Je sais pas, je trouve ça curieux, moi, que cette espèce de latence ou de... Il n'y a rien qui bouge du côté d'Android chez Periscope. J'ai l'impression que chez Twitter / Periscope, on met plus d'efforts du côté de la vidéo qui s'intègre à Twitter que du côté de Periscope. Surtout du côté Android. Ouais, c'est vraiment étonnant ce décalage, surtout que, enfin, je sais pas dans le cadre de cette application, mais il existe maintenant de plus en plus de plateformes, de solutions pour développer en une seule fois plusieurs OS à la fois. Donc, je sais pas si ça serait tout compte fait peut-être un choix stratégique pour privilégier iOS. Surtout que je comprends que c'est plus éclaté que le milieu, en fait l'écosystème iOS, mais quand même Android c'est quoi? C'est 60-65% du marché, je sais pas, là, mais c'est le plus gros vendeur. En fait, c'est l'OS le plus répandu là. Ouais, c'est énorme. Donc c'est assez étonnant que ça bouge pas plus vite que ça. Donc, premier truc que je voulais aborder avec toi, c'est Luminary. Je sais pas s'il y en a dans la room qui ont entendu parler de cette histoire-là. C'est assez spécial, Luminary. C'est une application. Je pense que, justement, c'est uniquement iOS pour l'instant. Mais c'est une application de podcast. Donc, moi, je ne l'ai pas téléchargé. L'as-tu téléchargé, toi, Thierry? Non. Au vu de ce que j'ai pu lire et entendre, ça ne m'a pas franchement donné envie. Puis, pour être totalement franc avec toi, j'avais fait l'exercice de télécharger 2 autres applications d'agrégation de podcasts. J'ai même été en contact avec l'une d'entre elles du côté de la France. Et j'arrive pas à accrocher, mais je veux pas dévoiler tes propos, mais j'arrive pas à accrocher avec leur philosophie. Là, peut-être parce qu'on est des vieux podcasteurs, puisqu'on a commencé au mais début. c'est plus large que ça. Hein. Tout le réseau podcast, c'est un système qui est ouvert. Donc, tout le monde peut... et là, on arrive dans un... Alors, je vous explique ce que c'est Luminary. C'est un agrégateur de podcasts un peu comme n'importe quel autre. Moi, j'utilise une application qui s'appelle Overcast, qui est une application iOS que j'aime beaucoup. Et donc, Luminary arrive, ils ont eu un financement, c'est une start-up, ils ont eu un financement de 100 millions de dollars américains, donc ce qui est énorme pour une application de podcast. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a environ, il y a 2 ou 3 mois, Gimlet Media, qui est un producteur de podcasts, a été acheté pour 200 millions de dollars par Spotify. Donc, on sent que ça bouge de ce côté. Et là, on a cette start-up qui arrive. Et qu'est-ce qui se passe? Ils vont offrir une version premium payante, mais entre-temps, ils pompent les fichiers MP3, du moins ils ont été accusés par plusieurs producteurs de podcasts de se faire pomper leurs fichiers MP3, donc ils les mettent en cache ou en tout cas ils les apportent chez eux, ce qui cause un problème au niveau des stats, puisqu'il n'y a pas de stats à ce moment-là qui sont accessibles pour les podcasteurs. Et deuxième truc, c'est que souvent les podcasteurs, pour se financer, vont avoir des liens sponsorisés. Eh bien, on enlève tous ces liens sponsorisés parce qu'on dit que c'est pas sécuritaire, blablabla. Donc, ce qui fait que si vous savez si vous monétisez de cette façon-là vos podcasts, puis c'est souvent une façon de monétiser, elle est tout à fait perdue. Alors, donc, conséquence, il y a beaucoup de podcasteurs qui sont retirés de cette application-là. Il y a Federico Vettici qui est un des podcasteurs européens, mais qui est aussi populaire en Amérique, qui s'est retiré. New York Times s'est retiré. Évidemment, Gimlet Media, qui appartient à Spotify, s'est retiré. Donc, énormément de podcasteurs qui ont dit nous, on ne veut plus être là, ce qui commence à causer un souci à l'application. Donc voilà. Alors, toi, t'en penses quoi de cette histoire-là? Je vais alors en préambule pour en parler, parce qu'en fait je suis amusé. On a parmi nous aujourd'hui, on a Marc lestechno.be, un autre podcast belge pour le coup. Donc on est passé du Japon à Montréal en passant par la Suisse. Et maintenant il y a carrément la Belgique. Alors je salue Marc qui m'invite de temps en temps dans son podcast. Et c'est marrant parce qu'on a traité de ce sujet. Je suis venu avec Luminary. Et on avait fait le constat, quand on a fait ce podcast, n'hésitez pas à aller voir sur lestechno.be, ça y est, vous pouvez voir l'épisode sur lequel on a aussi parlé de cette thématique. Et on est arrivé à une conclusion à laquelle on n'avait peut-être pas vu tout de suite la grosse différence entre
produire du contenu, pour le mettre sur SoundCloud, pour le mettre sur YouTube, pour le mettre sur Instagram, pour le mettre un peu partout, c'est que le podcasting, depuis les débuts, offre la possibilité de stocker chez soi. C'est-à-dire que vous pouvez être référencé sur iTunes, sur n'importe quel agrégateur. Je parle de ceux du début, mais vous stockez les datas chez vous. Moi, par exemple, je fais toujours ça. J'ai un WordPress et je stocke mes MP3, mes MP4 chez moi, sur mon serveur. Et là où ça me gêne, ces applications, comme tu le dis, ils viennent pomper, ils viennent copier, mais ils viennent surtout déplacer ces médias pour pouvoir les stocker chez eux, pour faire leurs stats, pour faire leur cuisine, pour nous virer effectivement les partenariats qu'on aurait pu mettre dans nos épisodes. Et je suis amèrement déçu de voir que d'un côté, ces gens sont très forts parce qu'ils arrivent à soulever, dans le cas de Luminary, 100 millions de dollars pour démarrer une Xème plateforme de podcast, puis de l'autre côté, de jouer carrément les voleurs pour aller piquer tout ça. Et puis, on parlait juste avant hors antenne, ben en fait, je ne sais plus si c'était avec toi ou avec Marc, mais voilà, c'est un terme récurrent aussi, c'est la monétisation de tout ça, elle est pas facile. Eh bien, moi, j'ai souvenir que à peine que les podcasts avaient vu le jour, fin 2004, début 2005, il y avait une société américaine qui proposait d'envoyer son flux RSS chez eux, et eux, ils étaient capables d'ajouter en intro et en extra des extraits audio de sponsoring. Donc, ils avaient déjà trouvé une solution où, en fait, tu dénaturais pas ton contenu, tu l'envoyais chez eux pour qu'ils ajoutent des éléments audio pour faire de la publicité, du sponsoring. Et en fait, l'utilisateur se retrouvait à pouvoir écouter ton épisode agrémenté de cet habillage publicitaire. Là, on est dans un truc qui est beaucoup plus dur pour nous les producteurs. On nous pique nos contenus, on ne nous demande pas notre avis. Et toi, tu as déjà quelques noms, Benoît, de grosses pointures qui ont décidé de quitter cette plateforme. Hein. C'est pas passé inaperçu, quoi. Non, puis il y a un très gros podcast. D'ailleurs, si vous voulez, si vous comprenez l'anglais, il y a un super podcast qui s'appelle... excusez-moi, c'est le matin. C'est Blackout, pardon. Alors, c'est un super podcast qui met en vedette, en fait, c'est une fiction sous forme de podcast qui met en vedette Rami Malek, qui a gagné l'Oscar du meilleur acteur cette année. Alors, eux aussi sont retirés de Luminary. Donc, il y a plein de petits, moyens, gros éditeurs. Parce que c'est pas parce qu'on est petit podcasteur qu'on décide aussi de dire c'est pas grave, on les laisse aller. Donc, et encore une fois, tout le système d'agrégation et de flux de podcasts, c'est un système ouvert. Puis comme mentionnait 4 lettres, c'est du vol. Oui, c'est un peu comme du vol parce qu'on Luminary est arrivé avec ses gros sabots, ils n'avaient pas demandé la permission à personne et ils ont tout pompé le contenu de la plupart. En fait, c'est pas compliqué. Ils se sont basés sur l'index d'Apple au niveau des podcasts et ils ont pompé tout le contenu provenant de l'index d'Apple. Donc, et comme la plupart des podcasteurs utilisent l'index d'Apple pour pouvoir créer leur système de diffusion, ils ont pris presque l'entièreté de l'univers des podcasts d'un coup comme ça, sans, comme tu le mentionnais, de le mettre en cache et de pomper tout le stock chez eux. Eux, ils prétendent que malheureusement techniquement très facile à faire. Oui, c'est un système ouvert, donc ils ont pris, puis c'est tout, merci, bonsoir. Mais eux, ils prétendent que c'est pour mieux servir les clients à l'autre bout, ça augmente la rapidité. Je sais pas, parce que moi, j'utilise une application qui ne pompe pas de stock, mais qui se base justement sur le système d'Apple. Mais c'est pas très long, hein. Ça prend quoi? Lorsqu'on a une bonne connexion, même un podcast assez lourd, vidéo, ça peut prendre 1 minute, c'est tout. Là. Donc, c'est pas je pense pas que souvent ça va se faire la nuit, le chargement, donc on ne voit pas en fait le téléchargement. Ouais. Si vous utilisez l'application podcast sur iOS, moi je suis resté sur les fondamentaux. J'avais essayé Overcast et d'autres,
je dois reconnaître, comme je suis iOS, ben, c'est assez pratique de pouvoir commencer un podcast sur son smartphone, puis après le continuer sur son iPad, et puis après, pourquoi pas sur son Apple TV, parce que ça se synchronise. Et ça, c'est le côté sympa aussi, pour savoir où on en est dans les lectures des podcasts qu'on peut faire sur ces différents devices. D'ailleurs, ben c'est ça, je cherchais le nom, j'arrive plus à le trouver, mais Jacques Dorsey puis toute l'équipe de Twitter, en fait, travaillait sur une application de podcast avant de lancer Twitter, et Twitter était un projet, ce qu'ils appellent un side project, donc un projet à côté comme ça, et finalement, ils ont laissé tomber leur appli. C'était une appli assez importante qui permettait justement de faire un peu ce que tu mentionnais plus tôt. J'oublie le nom, j'arrive pas à le retrouver. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Ouais, moi j'ai souvenir, je crois, la toute première application, parce qu'en fait, Adam Curry, qui était venu avec cette question de savoir comment partager ses contenus, il avait discuté avec Dave Winer, qui est à l'origine du RSS 2.0. Ils s'étaient carrément retrouvés à développer une app pour écouter les podcasts. Puis il y a quelqu'un très fort, très rapidement, qui s'est dit, là, il faut l'intégrer dans un logiciel pour rendre tout ça plus facile. Ce fut Steve Jobs pour iTunes. Et ce logiciel-là, dont j'ai aussi oublié le nom, n'a pas duré longtemps, mais tout le monde était content de se retrouver à voir que, ok, d'accord, c'est pris au sérieux. Il y a une bonne question de Marc dans la room qui dit, ça pose même un problème légal, puisqu'on parle de vol, effectivement. Comment encore pouvoir désindexer, voilà, c'est aussi le matin pour moi, désolé. Comment encore pouvoir désindexer nos contenus en cas de litige? Et c'est vrai, une véritable question, parce que comme je le disais, quand on est sur YouTube, quand on est sur notre plateforme, on peut dire hey, coucou, là il y a quelqu'un qui a copié un de mes trucs, je signale un problème. Mais quand c'est chez nous, comment on fait quand on se fait piquer notre contenu pour atterrir sur ces grosses plateformes? C'est une vraie question, là. Effectivement, je ne sais pas quelle est la réponse par contre. Ouais, puis il y a 4 lettres qui nous dit, Jean-Manuel qui nous dit, que fait Apple qui protège notre vie? C'est vrai que c'est un peu curieux parce que Apple a tout développé ce système pour gérer les podcasts, puis pour soumettre en fait son logo, tout ça. Ils ont des critères très précis, mais ils sont jamais allés au-delà pour... en fait, ils ont laissé ça libre et ouvert. Ils n'ont jamais monétisé ce truc. Je pense que c'est surtout parce qu'ils voulaient peut-être rester neutre par rapport à l'univers du podcast, qui est, à mon sens, tout à leur honneur, mais ils devront peut-être effectivement mettre, je sais pas comment ils peuvent faire, là, parce que c'est un système ouvert, mais je sais pas comment ils pourraient protéger tout ça. Oui, mais c'est une vraie question parce qu'en fait, tu as raison. Le cas précis de Apple, ils ont fait un truc, moi, qui au début m'avait un petit peu agacé. Puis en réfléchissant, je me suis dit, non, mais c'est pas si con. Au fur et à mesure, je recevais des alertes de chez Google en tant que producteur de contenu en podcast. Ils disaient, ah oui, mais ton flux, là, il est pas propre. Là, l'image pour la vignette, là, tu corriges. Là. Et en fait, ils étaient en train de faire un truc tout bête. Ils étaient en train de faire que tu puisses respecter, un peu comme quand on développe une app, des règles, des normes pour pouvoir faire que tout se passe bien pour l'utilisateur final. Et pour les différentes applications aussi, ouais. Voilà, exactement. Et après coup, on a pris le pli de se dire ah ben ouais, ça vaut la peine de rebosser sur sa vignette parce que quand elle s'affiche sur l'Apple TV, autant qu'elle soit propre, qu'elle soit bien lisible, de bonne qualité. Donc, mais c'est vrai, c'est une bonne question que tu as de se dire est-ce qu'il faut qu'eux ils légifèrent Bon, c'est juste un tuyau, en fait. C'est juste un répertoire, donc c'est peut-être difficile d'appliquer. Ouais. Et comme Bruno le mentionnait la semaine dernière, Apple a créé des pages web pour chacun des podcasts maintenant. Donc, un peu comme les applications. Donc, effectivement, si vous n'avez rien, si vous n'avez pas de site web, on peut s'acheter un nom de domaine, rediriger le nom de domaine vers cette page-là, ce qui est une excellente idée. Je trouvais que l'astuce était bien. Donc, si on ne connaît pas grand-chose au web et qu'on ne veut pas se casser la tête, on peut se concentrer sur son podcast et utiliser ce truc-là. Il y a 4 lettres aussi qui demandent, ça je ne sais pas, est-ce que le podcast est considéré comme copyleft ou Creative Commons? Alors, on peut faire ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'il faut clairement choisir le type de licence sur laquelle on veut communiquer. Mais je pense pas. Alors, si 4 lettres, tu nous poses la question par rapport
comment on pourrait protéger nos contenus. Je pense pas que ça va retenir justement des Luminary ou d'autres de quand même pomper. Non. Alors, normalement, il serait de bon ton de pouvoir choisir un Creative Commons et tu choisis le niveau. Mais il faut le spécifier. C'est-à-dire que, comme vient de le dire Benoît, si tu as une page, si tu es référencé dans iTunes, eh bien, je te dis ça, puis en même temps, je crois que moi, je ne l'ai plus à jour. Eh bien, dans la partie descriptive de ta chaîne podcast, il serait de bon ton de dire que tes contenus sont de tel ou tel niveau de licence, puis au moins, tu auras averti. Le truc, le must, ça serait d'encapsuler ces tags, ces informations dans chaque fichier qu'on partage, puisqu'en plus, ces fichiers, comme on l'a vu avec Luminary, peuvent nous échapper. Ça demande beaucoup de boulot, mais par exemple, dans un MP3, on peut injecter les données du nom de l'épisode, l'année, le créateur, le descriptif de l'épisode et même la vignette. Pourquoi pas y faire figurer également le type de licence. C'est pas du copyleft, ça c'est sûr et certain, à moins que tu décides effectivement de dire je m'en fous, je balance et puis on me pique. Mais le Creative Commons, on peut choisir le niveau et on peut dire non, moi je veux pas que ça soit utilisé dans un cadre commercial, mais vous pouvez le partager. Mais comme tu le mentionnes, ça n'empêche pas la copie. Sur mon blog, combien de fois j'ai reçu des gens qui me disaient « Ah, j'ai aperçu votre contenu, je sais pas où ». Donc des gens qui copient le contenu écrit, mais qui copient aussi les liens d'images. Donc, ce qui fait qu'eux intègrent les images sur leur blog et vous servez les images provenant de votre serveur sur le blog de quelqu'un d'autre. Donc, c'est souvent un peu curieux. Mais c'est ça n'empêche pas la copie, mais au moins on mentionne quelles sont les règles, effectivement. C'est ça. Donc, il y a aussi... c'est 4 lettres. Ouais, c'est ça. Donc, ça fait un peu le tour de Luminary. Donc, c'est vraiment... je sais pas qu'est-ce qui va arriver avec cette appli. Je sais pas... On serait aux États-Unis, on pourrait faire un procès entre plusieurs producteurs. Ici, j'ai l'impression que ça va être difficile pour nous en Europe de je serais pas surpris, moi, qu'il y a des sociétés, parce qu'il y a de grosses sociétés comme les New York Times, Gimlet ou autres, qui produisent des contenus et qui ont une valeur ajoutée assez forte dans leur contenu, donc qui ne voudront pas nécessairement que tout ça soit copié, modifié ou quoi que ce soit, ou intégrer une offre premium sans qu'ils reçoivent rien ou des miettes. Donc, ça me surprendrait pas qu'il y ait un procès. Mais j'ai pas l'impression que Luminary va décoller. Surtout, c'est ça qu'ils veulent charger, je sais pas, 5 ou 6 euros, 5 ou 6 dollars pour une offre premium où ils auraient des producteurs qui seraient exclusifs. Donc, je sais pas trop. Je trouve ça un peu curieux comme façon de faire, mais on verra bien. Le truc pour clore le thème, qui est quand même surprenant, on en a parlé avec Marc sur les technos, c'est, j'insiste un peu là-dessus, mais c'est la faculté qu'ont eu ces gens de monter ces plateformes et de lever du pognon en grosse quantité. En tout cas, à mon avis, c'est des gros montants par rapport à ce qu'on peut faire et ce qu'il est nécessaire d'investir, parce que technologiquement, encore une fois, je vous le rappelle, vous pouvez monter un podcast avec un simple WordPress, votre téléphone portable, ou si vous n'avez même pas envie de mettre les mains dans le code, vous pourriez utiliser Anchor. Mais là, pour le coup, vous ne stockez pas forcément chez vous les fichiers et vous démarrez votre podcast. Moi, je suis épaté de voir que ces gars arrivent à convaincre des investisseurs de mettre autant d'argent pour une technologie qui date quand même de fin 2004-2005, où tout d'un coup, tout le monde se réveille. « Waouh, génial, les podcasts, c'est super, on peut faire ci, on peut faire ça. » Voilà, je suis un peu dubitatif. Il y a 4 lettres, Jean-Emmanuel, qui nous demande quelle est la différence avec Patreon. En fait, Patreon, c'est un système de contribution volontaire. Donc, si, par exemple, vous êtes membre de Patreon, au lieu de faire de la pub, vous faites une pub à vous-même en disant contribuez à mon épisode par Patreon. Et à chaque fois que vous faites un épisode, ceux qui décident de contribuer versent un montant qu'ils ont préalablement décidé, ce qui fait que vous pouvez générer des revenus. Mais c'est pas évident par contre, parce que j'imagine que les auditeurs qui laissent à Patreon, ça doit être quoi, 4 ou 5%, 10% max, j'ai aucune idée. Mais ils sont en train de changer en plus le modèle, ils sont en train de réévaluer les partages de revenus.
Tu veux dire que Patreon prendrait une part plus grande ou... J'ai pas bien lu ce qu'ils ont communiqué dernièrement parce que j'avoue tester cette plateforme pour me dire bah tiens on a des communautés et j'entends très souvent des gens me dire mais pourquoi tu m'as pas demandé un coup de main, pourquoi tu m'as alors je me suis tenté à me mettre sur ma Patreon, puis effectivement ils ont communiqué sur le fait qu'ils allaient venir avec peut-être d'autres niveaux de rétrocession. OK. Alors je sais pas si c'est bon pour nous, si c'est un mauvais signe pour eux, je sais pas. Quoi qu'il en soit, Patreon englobe pas mal de producteurs de contenu. Et puis pour ceux qui touchent un petit peu le code, il y a un truc que j'aime bien chez eux, c'est que par exemple, si on revient sur WordPress, vous mettez un contenu que vous voulez envoyer spécifiquement à vos patriotes, comme l'utilise Patrick Béja Frenchspin, du RTV Tech, ouais. eh bien, c'est une petite case à cocher qu'on met dans l'article qu'on poste sur WordPress qui va faire que ça va partir uniquement à ceux et celles qui vous soutiennent sur Patreon. Donc, il y a aussi ces facilités-là qui rendent le truc assez sympa. On fera peut-être un sujet là-dessus parce que c'est assez intéressant comme c'est construit. Ouais, Patrick Béja semble assez bien réussir avec Patreon et ouais. Donc ça fonctionne de son côté. Ouais, mais c'est un sujet intéressant. Puis c'est une alternative à la publicité pure, donc on reste neutre aussi. Si on réussit à fonctionner avec ça, on reste neutre par rapport aux annonceurs ou aux publicitaires. Donc, ce qui fait que, surtout si, je ne sais pas, vous êtes dans la tech, comme vous faites des critiques de trucs, évidemment, on ne peut pas vous dire que vous avez un parti pris. Il y a Marc qui nous dit d'ailleurs, le deal avec YouTube est presque plus vertueux face à ces plateformes de podcast. Alors, attention, parce que là quand on poste une vidéo sur YouTube, c'est pas un podcast. Mais là, c'est le vieux podcasteur que je suis qui est très, très précis. Mais c'est vrai, à quelque part, comme on le disait tout à l'heure, si on a un souci, si on a quelqu'un qui nous pique quelque chose, eh bien, on peut plus facilement alerter YouTube pour dire écoutez, là il y a quelqu'un qui me copie quelque chose, que quand on a tout ça chez soi. Après, effectivement, est-ce qu'on accepte le modèle économique de la publicité ou pas? Patreon, c'est de l'investissement, comme on l'a dit pour Patrick Béja, ce sont les auditeurs qui contribuent à faire que les contenus existent. Vous avez pléthore de solutions. Puis je vois de passer dans la room quelqu'un qui dit tiens, lance-toi à faire du crowdfunding. C'est ce que fait par exemple notre ami Damien Van Achter en Belgique avec ses étudiants en journalisme. Il les incite à monter des campagnes de crowdfunding pour qu'ils puissent financer la réalisation d'un documentaire, d'un sujet à hauteur de quelques milliers d'euros. Mais là, c'est des one-shots, en tout cas dans ce modèle-là, mais qui marchent parce qu'effectivement, ils travaillent main dans la main avec les médias traditionnels qui se disent tiens, oui, un sujet, je sais pas, à Montréal avec une interview de Benoît et l'histoire de sa vie en tant que personnage du web. Oui, ok, d'accord, on te promet d'acheter ce documentaire pour après le diffuser en télévision. Mais c'est une autre approche, c'est un autre usage. Ouais, puis il y a Guillaume qui nous dit les podcasts c'est cool, ça prend moins de place qu'une vidéo. Ouais, je dirais même plus que l'autre avantage du podcast, c'est que comme il n'y a pas justement l'image, on se concentre sur l'audio, on peut écouter ça n'importe où, n'importe quand, donc dans la voiture, en marchant, n'importe quoi. Sinon, il faut quand même faire attention, un podcast peut être audio ou vidéo ou les deux. Oui, tout à fait, ouais, absolument. Mais l'avantage, c'est qu'effectivement, quand on utilise une application, là, encore une fois, moi je prends celle de Apple, quand vous avez écouté le podcast, il s'efface automatiquement, il libère de la place sur votre device et vous passez aux épisodes suivants. C'est vraiment pratique. Donc voilà, pour ce qui est des podcasts, mais sinon l'univers des podcasts, outre Luminary, est vraiment fascinant. Il y a une petite news assez comique cette semaine. Tu sais que Donald Trump a rencontré Jack Dorsey, le CEO de Twitter, et je ne sais pas si dans la room vous avez entendu parler de ce truc-là, c'est assez comique. Alors, il l'a rencontré vraiment en tête-à-tête, avec ses aides, mais en tête-à-tête à son bureau. Et la principale préoccupation de Donald Trump, plutôt que d'échanger sur les médias sociaux, blablabla, c'était
pourquoi j'ai perdu des followers sur Twitter. Alors, c'était sa principale préoccupation. Il est revenu plusieurs fois sur cette question. Donc voilà. Alors, la personne qui gère les États-Unis, ben, le soir, au lieu de se demander qu'est-ce qui se passe en Chine, qu'est-ce qui se passe en Corée du Nord, comment je vais gérer la pauvreté chez moi, ça, de toute façon, ça ne le préoccupe pas, je pense. Donc, il n'y a pas beaucoup de soucis. Son souci principal, c'est de savoir, OK, j'ai perdu des followers, alors qu'il ne comprend rien aux bots, donc les robots, hein, visiblement, on fait le ménage de temps à autre chez Twitter, et ça, il n'a rien compris là-dessus. Donc, j'ai trouvé ça assez comique. Je ne sais pas ce que tu en penses, ou ce que vous en pensez, vous, dans la room. Moi, à t'entendre dire, tu dis que ça serait une confirmation de sa méconnaissance de Twitter et des réseaux sociaux. C'est la preuve qu'il n'y pige rien. Non, exactement. Ouais. Ah oui, ok. Oui, on pourrait le croire comme ça. Moi, ça m'amène comme réflexion, c'est de dire, mais qu'est-ce qui a motivé cette rencontre? Quel a été le point de départ? C'est un peu curieux, ouais. Non. Est-ce que ça ne serait pas notre ami Trump qui aurait justement provoqué cette rencontre parce qu'il avait envie de poser cette question? Peut-être, ouais, c'est une bonne question que tu poses. Peut-être, ouais, ça se peut. Mais alors, il y a Anne, c'est assez cocasse. Ouais, Anne qui nous dit ça fait peur, effectivement, oui, c'est que le prénom là. si effectivement, c'est confirmé que c'est Donald Trump qui a demandé cette entrevue, puis qu'en plus, sa seule question sur laquelle il a insisté, c'est pourquoi j'ai moins de followers. Dans ces moments-là, je suis content de ne pas être américain. Voilà. J'adore l'Amérique, j'adore les États-Unis. Mais ils ne sont pas tous comme ça, par contre. Ouais. Ils ne sont pas tous comme ça. Voilà. Mais, ouais, donc, alors peut-être qu'il regardait les stats de Taylor Swift sur Instagram et disait comment ça se fait qu'elle a 16 millions de followers alors que moi j'en ai pas 16 millions. Donc, je sais pas combien il y en a en fait. Il y en a peut-être plus que 16 millions. Mais. Ouais, je crois que j'ai une piste. Ils n'ont pas la même couleur de cheveux. Ouais, non, c'est ça. Donc voilà, petit fait cocasse. Et effectivement, la question, peut-être la vraie question là-dedans, c'est pourquoi Jack Dorsey s'est déplacé à la Maison-Blanche. Donc, ça, je ne sais pas si on le saura un jour. Alors, donc, c'était l'aspect cocasse de la semaine. Il y a deux petites annonces rapides. Il y a Instagram qui, vous savez, il y a plein de stickers sur Instagram. Ça, je trouve ça pas bête, moi. Pour les stories, on a sorti un nouveau sticker qui est finalement un sticker qui permet de poser des questions. Donc, c'est un genre de sticker qui vous permet d'intégrer une question très simple par pictogramme et vous posez des questions. Donc, ce que ça fait, tout simplement, ça devient une espèce de mini-quiz à l'intérieur d'un sticker. Donc, vous pouvez faire référence à ce sticker à l'intérieur de votre story et recevoir des réponses. Je trouve pas ça bête. Le système de questions existe depuis un bout de temps sur Instagram, mais ce qui est nouveau, c'est vraiment de pouvoir intégrer ça à l'intérieur d'un sticker. Oui, ça fait apparaître quelque chose de propre. J'ai vu ça. Ça dénote un petit peu... alors après, je sais pas, il y a les puristes de Insta qui font attention à tout ce qu'ils publient, et puis il y a les autres qui balancent n'importe quoi. Mais ça dénote un peu quand tu as une image qui n'est pas forcément très bonne au niveau qualité, au niveau prise de vue, puis que tu as ce sticker qui apparaît très propre. Je me suis posé la question, et c'est grâce à toi que j'ai appris ce matin qu'effectivement il y avait cette fonctionnalité, parce que moi je suis plus lecteur que contributeur sur Insta. Et ça m'a choqué de voir ce truc qui était bien posé, qui était propre, que tu peux personnaliser, à l'inverse de la qualité d'image qui n'est pas toujours très bonne. Exact, ouais, tout à fait. Autre truc, c'est chez Snapchat. En tout cas, on connaît les Bitmoji sur Snapchat. J'ai oublié de te poser la question, est-ce que tu es un gamer, toi, hein? Est-ce que tu joues? Non. Donc, je suis pas dans la cible. Ouais. Ceux qui ont une Xbox, vous savez que sur Xbox, il est possible de personnaliser son personnage depuis un bout de temps. Et Snapchat fait un peu la même chose. Hein. Il y a déjà les Bitmoji qui existent. Donc, quand vous êtes sur Snapchat, vous pouvez vous personnaliser un personnage qui vous ressemble ou pas, mais qui devient un peu comme votre espèce de petit avatar sur Snapchat. C'est assez rigolo. Et c'est super simple à faire.
Et on en a déjà parlé il y a une semaine ou deux, ben Snapchat, comme TikTok d'ailleurs, se dirige beaucoup vers le casual gaming. Donc, il y aura des applications de jeux qui seront intégrées à l'intérieur de Snapchat. Et ce qu'on veut chez Snapchat, c'est pousser les Bitmoji, parce que c'est un très grand succès chez Snapchat, le Bitmoji, pousser le Bitmoji vers les développeurs de jeux pour qu'ils puissent utiliser nos Bitmoji, donc nos petits avatars, pour les intégrer à l'intérieur des jeux. Ce qui fait que on se retrouverait virtuellement, notre avatar du moins se retrouverait virtuellement à l'intérieur d'un jeu. Je trouvais l'idée assez intéressante et je trouve que l'idée de Snapchat de se diriger vers le casual gaming comme ça, assez intéressant. On va avoir d'ailleurs une guerre assez forte de ce côté-là à l'automne, puisque, bon, on a TikTok, Snapchat, il y a Apple qui arrive avec sa plateforme de jeu, et Google arrive avec sa plateforme de jeu, qui sont pas nécessairement similaires, mais on va avoir beaucoup de petites plateformes de jeu ou plus grandes qui vont arriver d'ici la fin de l'année. C'est pour quand, du côté de nos amis de Apple? Apple, on est censé lancer cette plateforme à l'automne, donc j'imagine que ça sera avec l'annonce septembre, octobre, dans ces eaux-là. Puis chez Google, on n'a pas donné de date précise, mais on parlait d'ici la fin de l'année 2019, donc à moins qu'il y ait un retard. Mais chez Google, on est plus dans le type console, mais qu'on pourrait jouer depuis n'importe quel type d'appareil, même un Chromebook finalement. Hein. Donc tout l'aspect puissance serait servi depuis leur serveur finalement. Ok. Moi, je pense que ça peut être pas mal. L'avènement de ces personnalisations, ces petits personnages, cette gamification de soi-même, où cette customisation elle est intéressante, mais ça me fait penser au monde Apple. Je ne sais pas ce qu'il en est de iMessage, où on peut, avec l'iPhone X, jouer carrément en 3D avec ça. C'est dommage parce que c'est du coup c'est très fermé, puisqu'il faut être sur un iPhone X, il faut être sur iOS pour voir ou recevoir un message là-dessus. Non, tu peux le recevoir, je pense, sur Android, mais c'est une vidéo que tu reçois en fait. Ok, d'accord. Ouais. Mais ce truc-là, je sais pas. Hein. Écoute, j'ai un iPhone 10 Max, 10X Max. Je l'ai utilisé une fois pour voir à quoi ça ressemblait. Je sais pas, peut-être chez les jeunes ça fonctionne. Je trouve ça un peu moyen, en sens qu'il n'y a pas... mais il y a pas rien. Tu t'envoies un message comme ça en ayant une tranche différente. Mais il n'y a pas de... Il n'y a rien, là. C'est vide dans le sens où il n'y a pas de jeu avec ça. Il n'y a pas rien. Là. Tu t'envoies un message. Une fois que tu l'as fait 2-3 fois, tu as rigolé un peu. Voilà, c'est le vrai gadget qu'on utilise. Carrément. En fait, je trouve que c'est une preuve de concept pour montrer que leur caméra arrive à bien saisir le visage et pouvoir le transformer ou ajouter un arrière-plan différent, peu importe. Mais il n'y a pas d'utilité réelle derrière. Là. Donc, c'est un peu curieux. J'ai l'impression d'ailleurs que ça va probablement disparaître au profit de quelque chose de mieux intégré, parce que c'est vraiment clairement inutile, ce truc-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, là, ceux qui possèdent ce type d'appareil-là. Il y a Anne qui dit qu'elle boycotte tant qu'il n'y a pas d'emoji drapeau breton. Je suis assez d'accord avec toi. On va travailler là-dessus. D'ailleurs, Anne, si jamais, fin mai, je suis sur territoire breton. Voilà, l'invitation est lancée. Hein. Je dis ça, je dis rien. Mais effectivement, les emojis, c'est peut-être quand même l'apanage d'une autre civilisation, d'autres habitudes de consommation. Quand on sait d'où sont venus les emojis qui étaient là pour représenter des émotions, on doit aussi s'apercevoir que dans le même laps de temps qu'en fait on n'est pas tous aguerris à l'exercice de comment les interpréter. Moi, j'ai dans mes contacts des gens qui m'envoient des réponses en emoji. Il faut quand même un peu un dictionnaire pour des fois décrypter une réponse qui est composée que de petits personnages. Donc c'est pas évident. Ouais. Et tu sais que ils ont développé un emoji typiquement canadien, surtout canadien-anglais, mais qui est un peu joué par les francophones. Il y a maintenant je sais même pas comment on l'appelle, l'espèce de truc de curling. Là, en fait, je pense que c'est la pierre de curling. La pierre de curling, ouais. Donc, il y a une pierre de curling et il y a un bagel aussi qui est un truc typiquement montréalais.
D'accord. Bon, la pierre de curling, ça pourrait être un trait d'union avec la Suisse parce qu'on pratique aussi Ouais, c'est ce vrai, sport. effectivement. Tout à fait. On va terminer l'émission avec un truc assez rigolo que j'ai aperçu sur Search Engine Journal. C'est le top 10 des médias sociaux qui sont disparus, bon, pas cette année, mais depuis le début de l'univers des médias sociaux. Le premier, c'est Daily. En fait, le numéro 10, c'est Daily Boot. J'ai même pas connu ce truc-là. Je sais pas si toi tu connais. Ça me dit quelque chose. Je me souviens pas du tout de Dis-moi ce ce que truc-là. c'était, peut-être pour voir si. J'ai testé C'est un tellement truc de d'applications. photographie, hein. Donc c'est un truc pour photographe. Je sais pas. Mais Non, ouais. non, alors ça me dit rien. Le Ouais. numéro 9 est très connu, moi je l'utilisais. Il a été racheté par Facebook parce que ça a été un des premiers à introduire le flux de conversation en temps réel. Par la suite, tout le monde est arrivé avec ça, mais c'est ça qui a servi de base pour le flux de conversation en temps réel sur Facebook. C'est FriendFeed. Je sais pas si tu te souviens de ça. Alors, FriendFeed, c'était vraiment une appli vraiment super. C'était hyper bien fait. Mais comme la plupart des plateformes sociales qui ont fermé, c'est que ben, c'était plus ou moins utilisé. Il y avait une communauté assez restreinte. D'ailleurs, les fondateurs de FriendFeed, c'est eux qui... un des fondateurs, c'est lui qui avait créé Gmail du temps où il travaillait chez Google. Donc, des gens qui ont été assez connus à ce niveau-là. Le numéro 8, ça, écoute, ça n'a jamais fonctionné. Ça se nomme iTunes Ping. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Oui, ceux qui sont sur oui, Apple, oui, oui. iTunes Ping, c'était censé être la révélation, un réseau social intégré à l'intérieur de iTunes. Alors, on devait entrer en Ouais, contact avec les stars, tout c'était, ça. ouais. C'était un peu tristounet c'était désertique, voilà, Ah ouais, ouais, pour rien. parler d'un terme qui Mais parle à surtout, tout le monde. surtout à la fin, avant qu'on ferme ce truc-là, c'était toujours là. Il n'y avait jamais personne là-dedans. C'était rien. C'était le désert, en fait, iTunes Ping. Ça fait penser à une marque qu'on peut voir quand on est, enfin des marques ou des clients qu'on peut voir quand on est en agence qui nous disent ah nous on aimerait aller sur les réseaux sociaux et tout, mais vous faites quoi comme business, vous communiquez comment? Puis tu arrives à la conclusion en leur disant bah non non faites-le pas, ça vous sert à rien, c'est pas dans votre ADN. Non non mais on veut y aller quand même. Ouais. Et c'est ce qu'a fait Apple et ça a servi à rien. En fait, il Il y y a a, il deux y a autres. Guillaume, Ouais, pardon. il y a Guillaume qui dit Orkut, mais c'était le fameux réseau social. Alors je sais pas, il y a eu en Ouais, t'as raison, Orkut. Mais c'était très populaire au Orkut. Brésil, ça, et en Inde, ouais. Ouais, Mais c'est c'était, ouais. Facebook qui l'a coulé. Orkut, c'était l'apanage de l'Amérique du Sud. C'était vraiment très répandu au Brésil, Ouais, mais et puis dans il nous d'autres pays. mentionne aussi Friendster. C'est vrai, Friendster, je me Ouais, souviens pas de Friendster. ouais. Ouais, 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 il a raison, Guillaume, tout à fait. Donc, c'était pas dans cette liste-là. Absolument, Friendster et Orkut. Orkut, c'est un gros truc, là. C'est Ça... énorme, Ouais, énorme. Ouais. c'est vraiment gros. Donc, je sais même pas si ça existe encore. Ça doit être... Je crois ils ont fermé parce que devant l'avancée incroyable de Facebook, ça les a complètement fait Ouais, disparaître. ouais. Ouais. Numéro 7 dans cette liste, du moins, parce qu'on en a ajouté deux, c'est Google Wave et Google Buzz. Alors, une pierre deux coups. Hein, Google Wave, c'était pas vraiment un réseau social, c'était plus un espace de travail collaboratif. Moi, je trouvais ça très bien à l'époque, c'était vraiment génial, mais hyper compliqué. C'était compliqué, d'une part, avoir une invitation pour pouvoir participer à Google Wave, et d'autre part, l'utiliser, c'était hyper complexe. Donc, on devait connecter des trucs ensemble. On créait son réseau, finalement, manuellement, à la main. Mais on pouvait faire ce qu'on voulait avec ça. C'était vraiment assez génial. Donc, il y a une partie de Google Wave qui est d'ailleurs été, tout au niveau de la conversation en temps réel, d'ailleurs, qui a été intégrée à Google Drive et Google Doc. Tout ce qui est chat, tout ça, ça vient de chez Google Wave. Et Buzz, ça, c'était le réseau social qui était intégré à Gmail. Donc, même principe que, c'était quoi, que Ping, c'est complètement disparu. Puis, Ouais. il y a des apparentés entre Google et Apple. Hein. C'est deux entreprises qui n'y comprennent strictement rien aux réseaux sociaux. Ouais, ouais, c'était un cheveu sur la soupe, Ouais. clairement. Ouais. Donc là, moi, j'ai un problème avec le numéro 6 qui est présenté dans cette liste-là, c'est Meerkat. Donc, c'est pas vraiment fermé, Meerkat. Hein. Donc, Ouais. et comme tu me le mentionnais avant qu'on débute, ben, on les a poussés vers l'exit. Hein. Ouais, je me rappelle de l'annonce de Meerkat, c'était à l'époque un South by Southwest.
Moi, j'étais fan. Bon, c'est pas parce qu'il y avait Madonna qui était allée direct dessus et d'autres grandes stars, mais j'étais fan de certaines des fonctionnalités qui me manquent maintenant sur un Periscope, sur un Facebook Live. On le trouve un petit peu. Il y avait par exemple cette fonctionnalité qui permettait d'annoncer et donc de préparer, d'inviter ta communauté à être attentif que ton live allait démarrer dans 2 heures ou dans 2 jours, etc. Et on les a coulés, en fait. Là, quand Twitter a décidé de virer les API, virer les accès à tout ça, c'était la mort annoncée. Mais tu m'as surpris quand tu m'as dit non, non, ça existe toujours, ça Mhm. s'appelle autrement. Ouais, ça Et, s'appelle House Party maintenant. Ils ont fait un voilà. pivot. Ouais. Et c'est drôle parce que maintenant, quand je parle du fait que je fais des lives sur Periscope, on me dit mais ça existe toujours, ça se fait toujours. Ouais. C'est le côté surprenant. Puis je leur dis mais vous savez, il n'y a pas que Facebook Live et puis Facebook Live. Vous le faites dans une communauté qui est restreinte, puisqu'il faut être soit à suivre une personne, soit à suivre une page. Là où Twitter, avec Periscope, je trouve, et je reste persuadé, a fait un truc génial, parce que tout d'un coup, on peut avoir quelqu'un au détour d'un surf qui vient se connecter, comme aujourd'hui, voilà, qui voit que tout d'un coup, il y a une alerte, il y a Benoît et Thierry qui parlent dans un live, et puis qui se disent, tiens, pourquoi pas après suivre. Et puis la force de Wiscop, mais là je fais de l'auto-promo pour l'idée de PPC, de Damien, de toi, que vous avez eu, de se dire, on va faire ça, rendez-vous jour et heure Mm. régulière, et c'est peut-être ça le secret. Donc, ouais, voilà. Non, Mercat, ça a été très vite, Ouais. la fermeture des API et tout ça. Moi, j'étais choqué de voir que Twitter a décidé de, non, non, on va les virer, on va faire autre chose, et ils se sont lancés sur Periscope. Exact. Numéro 4, Yik Yak. Je me souviens même pas de ce truc-là. C'était, je sais pas quoi, un petit réseau social. Je sais pas si toi tu as souvenir de Yik Yak, mais c'est vraiment... je me souviens de l'avoir vu, de l'avoir testé, mais ça passait Mm. tellement rapidement que je me souviens pas. Numéro 3, Vine. Ouais, ça, c'est quand même pas mal. Hein? Ça avait été racheté par Twitter, d'ailleurs. Donc, la vidéo 7 secondes, si je me souviens bien. 10 secondes. 10 6 secondes? secondes de vidéo, ouais. Ouais. On a eu des stars qui ont vraiment cartonné là-dessus. Ouais. Je pense à notre ami Jérôme Jarre, ce Français aux États-Unis qui avait fait vraiment Ouais. très vite C'est parler de vrai. lui, qui faisait des trucs très drôles. Il y avait des gens qui faisaient des trucs très créatifs parce qu'il n'y a pas de montage. On tourne et on fait du tourner-monter, comme on dit dans le métier. Moi, j'adorais ce système, ce réseau, mais je ne saurais pas quoi dire pour expliquer quelle raison il y a eu au fait qu'il Qui l'ont fermé, décline. ouais, je sais pas. Puis d'ailleurs, je me souviens que le festival de films de Tribeca à New York avait une portion Vine, donc on présentait des œuvres cinématographiques de 6 secondes et il y avait une compétition officielle pour ça. Donc c'était vraiment pas mal. Donc, Vine est complètement disparu. Je pense qu'on peut toujours accéder aux archives, par contre, c'est toujours accessible, il me Il me semble, semble, mais il me on n'en peut semble. plus créer de nouveau. Numéro 2, ça vient tout juste de fermer, c'est Google+. Moi, personnellement, c'est quoi? C'est 2012 que ça a été fondé ou lancé, Google+. Je trouvais ça extrêmement intéressant, l'histoire des cercles, compliqué, encore une fois. Ouais. Je trouvais que c'était bien, sauf que à la fin, après un an et demi, il n'y avait que des geeks là-dessus. Donc, c'était vraiment, si vous vous intéressiez à la techno, c'était super bien. Mais malheureusement, monsieur et madame tout le monde est jamais venu sur Google+. Mais ça m'a quand même embêté de savoir qu'ils disparaissent parce que dans le cas précis, je trouvais intéressant ce qu'on pouvait y faire et j'avais quand même ce sentiment, je ne sais pas si toi, parce que tu es du côté de l'Amérique du Nord, c'était quand même l'apanage d'un certain type d'utilisateur. Il y avait quand même une communauté, il y avait quand même des habitués, il y avait des gens qui venaient poster des articles, qui partageaient, qui commentaient. Moi, j'avais activé, par exemple, une sorte de veille pour suivre sur certaines pages des contenus. Et je trouvais qu'il y avait des débats intéressants. Alors, attention, je ne veux pas me mettre à dos tout Internet, mais plus sérieux, plus posé, plus responsable. Alors, est-ce que c'était parce qu'il y avait moins de monde, c'était plus confidentiel, ou bien parce que tous ceux qui étaient Ouais. là-dessus voulaient s'en servir professionnellement?
Mais moi, ça m'embête que Google Plus ait disparu, Ouais. sincèrement. Et je sais pas si tu te souviens, mais à l'origine, moi, il y avait une idée extrêmement intéressante sur Google+. On cherchait à créer une espèce d'identité sur le web plus officielle où on t'authentifiait parce qu'un des problèmes sur Twitter, c'est l'authentification. On ne sait pas qui, est-ce que les gens sont réels ou non. Est-ce que c'est un robot? Donc, on tentait d'authentifier. On pouvait authentifier son site web aussi, son blog, ils ont très tôt introduit les pages de communauté, mais aussi les pages pour des blogs, pour des entreprises. C'est un peu aussi l'ancêtre ce qu'on connaît maintenant avec Google My Business sur Ouais, Google c'est Maps. ça. Hein. C'était aisé quand on est dans l'écosystème Google, c'était aisé de poster des trucs, de les Ouais. partager. Et moi, j'utilisais des plateformes de partage de réseaux sociaux pour faire de la veille ou bien pour programmer des posts. Et je choisissais ceux qui permettaient de travailler sur du Google+, parce que ça avait quand même une utilité. Ouais, et ça a été fermé en fait. Ça devait fermer quoi en juin, je crois. On a devancé en mars parce que, bon, visiblement, il n'y avait plus personne qui travaillait là. Et il y a eu des gros soucis de sécurité. Il y a eu des failles de sécurité, des gens qui ont pénétré dans les bases de données. Donc, ça a été. C'est pour ça qu'on a devancé la date de fermeture qui devait être en mai, juin, en tout cas. Donc, on a devancé de quelques mois parce que là, visiblement, il y avait un gros souci. Et il y avait le même type de souci sur le numéro 1. Alors ça, vous vous en souvenez certainement. Ça se nommait MySpace. Et c'était, je pense, un des premiers réseaux sociaux qui a vraiment réussi. Hein. Oui, et puis qui était super prisé très rapidement par le monde des musiciens de la musique. Et Ouais. puis, on a appris avec ce qui s'est passé comme bug de ces pertes de données, c'est qu'il y avait plein de groupes qui avaient leurs œuvres sur cette plateforme, qui l'utilisaient encore. L'écosystème, effectivement, s'est réduit, mais était toujours très actif, en tout cas pour le monde de la musique. On voit des initiatives locales, je ne sais pas si c'est le cas chez toi au Québec, mais par exemple en Suisse, allez te faire un tour parce que ça vaut la peine. Et là, je ne parle pas en tant que Suisse chauvin, mais c'était un petit peu la réponse à un MySpace, mais plus local. Les radios d'État ici en Suisse ont donné vie à une plateforme qui s'appelle mx3.ch. Et en fait, les artistes suisses peuvent déposer comme MySpace leurs morceaux, leurs bios, leurs dates, etc. Et puis ça a contribué côté organisateur de concerts, radio, médias, à se dire, ah ben on peut aller taper là-dedans parce que c'est du local, c'est du proximité. Mais MySpace, ben, c'est ça, mais puissance 10, parce que c'était sur le monde, et ça servait aux tourneurs, ça servait aux programmeurs de concerts, programmateurs de Ouais. concerts, aux gens qui travaillaient professionnellement dans la musique. C'était un véritable outil. Et là, le bug qui leur est arrivé a vraiment fait mal, je pense, à pas mal d'entre eux. Ouais, Perdre puis ses filles. je sais pas si tu te souviens, mais à l'époque, ça avait été racheté par Rupert Murdoch, comme le mentionnait Guillaume. Ben, je pense que c'était 300 ou 400 millions. Ils ont payé ça quand même assez cher à l'époque. Et Oui. après cette acquisition-là, une autre entreprise qui visiblement ne savait pas trop comment faire évoluer sa plateforme. Et à partir de ce moment, ça a commencé à décliner, en fait. Là. Ça a été un peu le début de la fin pour MySpace. Comme le mentionne Marc, MySpace aurait pu devenir la plateforme de podcast très efficace. Tout à fait, effectivement. Hein. C'est un peu ce que je disais, c'est que chez Rupert Murdoch, on n'a pas perçu qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça, à quoi ça servait, comment ça pouvait évoluer. C'est un peu bizarre, c'est quand des entreprises comme ça, qui étaient des startups à l'origine, sont rachetées par de grandes entreprises, c'est comme si on perdait un peu l'esprit d'innovation, puis de se dire, OK, comment on fait évoluer l'entreprise maintenant? Donc, comme c'est Et pas c'est la la... même question, ouais, c'est la même Ouais. question que tout à l'heure sur ces plateformes de podcast, c'est de dire, mais qui c'est qui est arrivé à motiver ces gens à investir pour aller les acheter? Parce que là, Murdoch qui s'achète MySpace, je me suis dit au début, mais il va en faire quoi? Ouais. Ça va lui servir à quoi? Enfin, j'ai pas capté là. Non, puis ils ont rien fait d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Ils se sont dit, bah c'est là, bah, parfait, Voilà. laissons ça comme On ça. s'est fait plaisir. Ouais. On s'est fait plaisir. On a acheté un truc qui sert à rien. Voilà. C'est ça, puis bon, Rupert Murdoch a dû se dire, ben voilà, je suis techno maintenant. Donc, tout va bien. Je suis rendu moderne et jeune. Donc, La donc, voilà. prochaine étape, j'invite
Marc Dorset Dorset de notre ami Twitter pour lui poser des questions. Ouais, je sais pas s'il va venir, hein, parce qu'on a peut-être on est un peu moins connu quand même que le président américain. Mais, ouais. Ben voilà, Thierry, on est rendu au bout de notre heure. On a même dépassé un peu. Tu nous rappelles où est-ce qu'on te voit cette semaine? Alors, avant ça, je vous invite, parce qu'on avait un petit sujet suisse, mais comme il a bien été traité sur lestechno.be, là je fais un peu de promo pour nos amis belges qui m'invitent de temps en temps, c'est Marc qui est dans la room. On a parlé de la 5G en Suisse. Oui, c'est vrai, on a oublié ce sujet. Effectivement, dans le cas précis, c'est une technologie que tout le monde s'empresse de mettre partout. Il y a même des gens qui trichent. Alors, pour pas de nouveau traiter de ce sujet, je vous invite à aller voir le dernier épisode de lestechno.be pour aller écouter ce que je vous dis sur la 5G ici en Suisse, sur laquelle, en fait, ce qui se passe est très surprenant pour moi. Tout le monde est contre. Tout le monde est contre cette nouvelle technologie qui pourrait nous rendre service, qui va pouvoir développer le business, qui va pouvoir amener pas mal de choses. Et a priori, ça a l'air d'être spécifiquement à notre pays, spécifique à notre pays, d'être contre une nouvelle technologie. Sinon, pour répondre à ta question, vous pouvez me trouver sur thierryweber.com. Je me suis permis de vous partager un lien. Merci, voilà, il y a Guillaume qui fait mon committee management. Merci à toi, c'est cool. Vous allez pouvoir trouver les liens sur les différents podcasts et les différents contenus, que ce soit YouTube ou ailleurs. Et puis, bien sûr, Twitter et Facebook, puisque vous pouvez vous connecter à moi sur ces réseaux et trouver mes contenus. Et toi, Benoît, on te trouve sur quoi, alors, comme réseau? On me trouve samedi prochain, ici. Peut-être avec toi aussi, qui sait? Peut-être, hein? Ouais. Puis on a complètement oublié ce sujet-là, puis je pense qu'on devrait y revenir la semaine prochaine et parler justement de la 5G. Est-ce que vous pensez que est-ce que vous pensez que c'est dangereux? Donc on reviendra la semaine prochaine et on vous posera la question, parce que la 5G n'arrivera pas dès maintenant, hein. C'est quand même un truc qui ça va être quoi dans 2 ans, 3 ans, parce que là on teste des villes, des quartiers, des pâtés de maison même, donc c'est vraiment très restreint. Alors, mais ce serait intéressant d'en reparler parce que c'est vraiment le prochain truc. Et peut-être de faire un lien avec aussi, je sais pas si tu as vu la dernière rumeur, puis ça on en reparlera la semaine prochaine, mais il semble que Apple rachèterait en fait toute la division puce 5G chez Intel et rapatrierait ça chez Apple. Donc Apple a vraiment des visées à ce niveau-là. Donc, alors dans les dernières news, il y a Intel qui a annoncé son incompétence à vouloir continuer à développer cette puce. Mais en même temps, il y a Qualcomm qui est toujours un petit peu en bisbille contre Apple, qui tout compte fait pourrait être très intéressant pour Apple pour résoudre le problème de la 5G. Ils n'ont pas le choix de faire appel à Qualcomm. Hein. Ils sont coincés. Là. Du coup, voilà. Oui, moi je suis un amoureux des marques d'origine, mais c'est vrai que là, pour le coup, il faut rappeler, sur iOS, il n'y a pas d'appareil compatible 5G à ce jour. Là où chez Samsung, puisque la Corée a été un des premiers pays à être équipé en 5G, ben voilà, ça y est, on peut surfer sur la 5G, mais comme le disait très bien Cédric, un grand de LCI, ouais, ok, c'est bien gentil, mais tu es tout seul sur quelques millions d'utilisateurs pour le moment à te connecter sur ce réseau. Il faudra voir après avec l'usure ce que ça donnera quand tous les objets connectés, tous ces devices seront connectés. Est-ce que le peuple suisse aura eu raison d'être contre ces zones supplémentaires? Le temps nous le dira. Mais voilà, ça va amener quand même quelque chose, moi je trouve très intéressant au niveau du développement du business, de pouvoir compter maintenant sur une particularité qu'on oublie très souvent sur la 5G, moi qui me parle très très fortement, c'est l'instantanéité, puisqu'effectivement on a des temps de latence qui sont quasiment nuls. Et c'est surtout ça en fait qui est la puissance de la 5G. Ouais, tout à fait. Donc ça, c'est vraiment un débat intéressant. On y reviendra la semaine prochaine. Je trouve que c'est vraiment un truc... on n'en a pas parlé, ça m'a sorti de la tête. C'est ma faute. Et, on a de quoi faire pour la prochaine. C'est ça, on a déjà un sujet pour la semaine prochaine. Exact. Merci Thierry. Donc on te retrouve lundi soir, c'est ça, 20h, quart déjà? Lundi 20h30. 20h30. Je vous ai promis effectivement d'aller à la rencontre d'entrepreneurs. Comme là, on sort des vacances de Pâques, c'est en train de s'organiser. Et puis, on va aller comme ça a été le cas avec Laurent Genoux, qui
qui est un imprimeur 3D. J'ai rencontré Mélanie Burnier, qui est à la tête de plusieurs espaces de coworking. Ben là, je vous promets d'aller voir des gens dans la technologie médicale Swiss-made, mais pour l'étranger. On va voir si on arrive à le faire pour lundi, sinon ce sera pour le lundi prochain. Lundi, tous les lundis, 20h30, voilà, en direct de Suisse. Ben, merci à vous tous. Merci Jean-François, Mamounette qui était là, Guillaume, bien sûr, Marc qui était là, il y avait Christophe, 4 lettres, donc beaucoup de monde ce matin. Ben, merci encore de votre présence, de l'échange que vous avez fait avec nous, puis on se retrouve la semaine prochaine. Peut-être à 3, je ne sais pas si PPC sera là, mais nous on sera là, en tout cas, moi je suis là. Je sais pas. Oui. Moi je vais aussi me lever tôt samedi prochain. Ouais. Allez, ciao. Merci à tous. Bon week-end. Merci à vous tous. À bientôt.